dans notre volonté. Comme vous pouvez le constater, dans la salle, nous attendons à peu près 600 personnes et bon, à la limite, on peut dire que les 2 tiers au moins sont là, donc on va démarrer maintenant. Nous avons cette mauvaise habitude, vous le savez, n'est-ce pas, d'attendre toujours les retardataires, alors que normalement, l'essentiel, c'est de respecter ceux qui sont là à l'heure, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi je m'excuse déjà pour commencer. Avant de démarrer évidemment notre conférence, je souhaiterais vous inviter effectivement à observer une minute de silence consacrée effectivement à Madame Nima Ahmed Omar, notre inspectrice de français à l'Arhamo, qui est partie pendant les 10 jours de Dhul Hijjah en martyr, comme vous le savez probablement. Donc je vous invite effectivement à lire la Fatiha pour elle, s'il vous plaît. Je m'excuse d'avance pour les éventuels petits soucis techniques que nous pourrions effectivement avoir. Vous savez qu'en général, les premières conférences, c'est là où on remarque tous les défauts que l'on peut avoir, mais on s'excuse d'avance pour ça. Et puis, en ce qui me concerne, j'ai pas trop l'habitude de prendre la parole comme ça en public, donc je m'excuse d'avance aussi des cafouillages que je risque de faire. Et vous me le signalerez évidemment si vous ne comprenez pas ce que je dis, parce que j'ai tendance à parler très vite aussi. Donc n'hésitez pas à faire comme ça si je vais trop vite. Bien, alors je vais vous dire assez rapidement les motifs évidemment de la rencontre d'aujourd'hui. Nous allons vous présenter en 2 temps. Donc une première partie dans laquelle évidemment moi je vous présenterai le processus de la révision des curricula et les étapes par lesquelles nous sommes passés de manière globale. Ensuite, ce sera au tour de Madame l'inspectrice générale Mouna Ismail Abdou, qui va elle aussi aller dans le détail de ce processus lui-même, en parlant évidemment des actions principales dans lesquelles nous sommes engagés depuis maintenant pratiquement 2-3 ans. Et ensuite, ce sera au tour de Monsieur Saïd Nour, du directeur général du CRIPEN, qui lui présentera le planning éditorial et la disponibilisation des manuels et des outils numériques, ainsi qu'effectivement le coût de cette révision. En deuxième partie, ce sera au tour de la directrice générale du CFF, Madame Aïcha, qui elle présentera la politique globale de la formation et les résultats attendus évidemment des ateliers des jours à venir, et ainsi que les enjeux de cette formation. Après, ce sera au tour de M. Abdizirir, le DGE, qui lui parlera évidemment des dispositions prévues pour la rentrée scolaire 2019. Et ensuite, ce sera M. Salah, qui actuellement est secrétaire général par intérim, pour présenter le projet transformateur dans lequel nous sommes engagés. Et nous conclurons évidemment la journée par une intervention du ministre, qui lui présentera évidemment les orientations ministérielles, le cadrage pour la rentrée évidemment, et qui nous fera un certain nombre de recommandations. Donc, grosso modo, voilà le travail qui nous attend. Je vous rassure, le ministre offre évidemment le déjeuner à 13h, c'est évident, puisqu'on vous retient aussi longtemps. Autre chose, évidemment, à vous préciser, c'est que comme nous avons découpé le travail de la matinée en deux temps, donc une première et une deuxième partie, vous pouvez annoter vos questions, vos doutes, vos recommandations, vos commentaires et vos critiques surtout, parce que c'est ça ce qui est important. Et à la fin de chaque partie, nous avons un micro devant et un micro derrière, et vous pouvez donc prendre la parole et poser les questions, les éléments de réponse que vous voulez que nous complétions. Ensuite, c'est vrai que peut-être qu'il y a certaines questions qui demanderont un peu plus de temps, et pour cela, nous vous inviterons évidemment à aller sur le site du CRIPEN. Vous n'êtes pas sans savoir, nous l'avons déjà posté, que les curricula de la première année en tout cas, puisque c'est l'année qu'on met en œuvre, sont sur le site du CRIPEN. Vous pouvez évidemment les télécharger là-bas, les lire. On vous recommande fortement de les lire et de nous transmettre effectivement vos critiques. Vos critiques surtout parce qu'effectivement l'objectif c'est d'améliorer, n'est-ce pas, tout au long de cette année, parce que cette année c'est une année d'expérimentation. C'est une année d'expérimentation, donc vous êtes invités évidemment fortement à critiquer et à poster évidemment vos critiques. On vous donne une adresse mail, vous nous les enverrez, Inch'Allah, là-bas. Donc voilà grosso modo le cadre général. Donc grosso modo, en premier lieu, donc on va revenir. Certains d'entre vous, je sais, ont déjà assisté à un certain nombre de présentations que nous avons faites. Alors je vais d'abord, comme je vous disais, je vais vous retracer l'historique par lequel nous sommes passés, parce que pour pouvoir expliquer ce que nous avons fait et les propositions que nous faisons, il faut quelque part comprendre le processus par lequel nous sommes passés. On peut vous mettre devant le fait accompli d'un certain nombre d'actions qui sont déjà pratiquement en cours. Alors, si on remonte dans le temps, la première chose évidemment qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été faits en amont de cette conférence, n'est-ce pas, aujourd'hui. Et le point de départ était justement le lancement de la révision des curricula au bout de pratiquement 20 ans depuis la réforme, n'est-ce pas.
il faut revoir la manière dont nous travaillons et tout notre programme dans son intégralité. Donc, il y a eu en 2017 les consultations nationales, et il y a eu effectivement le colloque. Et de ces consultations nationales et de ce colloque, nous avons conçu, n'est-ce pas, un petit ouvrage qu'on appelle d'ailleurs les actes du colloque. Et dans cet ouvrage sont compilées toutes les recommandations qui sont issues à la fois des enseignants, mais aussi les directeurs d'établissement, des conseillers pédagogiques, en fait du corps pédagogique dans son ensemble, mais aussi les élèves et les parents, ainsi que des membres de la société civile qui n'ont absolument rien à voir avec la communauté éducative, mais qui d'une manière ou d'une autre évidemment sont intégrés puisque l'éducation nous concerne tous. Alors, diapo suivante s'il vous plaît. Je rappelle grosso modo les éléments essentiels de notre conduite, donc la feuille de route qui nous a été tracée, c'est qu'on part du principe où l'éducation est quelque chose qui doit être en perpétuelle évidemment mutation parce que le monde ne cesse de changer, donc l'éducation doit évidemment se conformer, il faut préparer les enfants à l'avenir, alors que nous sommes dans le présent, il faut donc avoir une vision à long terme évidemment de ce que l'on veut apprendre à nos enfants, de ce que l'on veut leur transmettre, mais en même temps de ce que l'on veut développer et construire chez eux. Et dans ce monde en mutation, donc, l'enseignement ne peut pas se permettre de rester figé. C'est la première phrase que je mets évidemment en rouge, aussi bien dans sa méthode que dans ses contenus. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'école que nous recherchons, évidemment, une école de qualité, elle ne doit pas évidemment s'enfermer dans des idéologies qui sont en principe à la base quelque chose d'individuel et de personnel. Il faut qu'on aille à ce qui nous réunit, donc à ce qui est consensuel. Et c'est pour ça évidemment que les querelles des chapelles ne doivent pas entrer évidemment en considération dans les travaux que nous faisons. L'objectif étant toujours évidemment d'aller vers la meilleure école possible pour construire des citoyens les meilleurs possibles, Inch'Allah. Alors, de toutes, diapo suivante s'il vous plaît, de toutes les recommandations qui ont été faites, celles que nous avons travaillées en priorité au départ étaient d'équilibrer d'abord les volumes horaires. Donc c'est ce qui a sauté dans la diapo. Équilibrer les volumes horaires qui étaient impartis et cette fois-ci prendre en considération évidemment l'âge de l'enfant. Il fallait rendre effective la demi-heure d'éducation civique et surtout à partir de la classe de 6e. Il fallait aménager une heure mensuelle de vie scolaire parce que malheureusement la vie scolaire est quelque chose qui a disparu dans les établissements scolaires. Et puis, il fallait également réviser, c'est les recommandations évidemment qui nous ont été faites, réviser évidemment les programmes et les manuels maintenant tous les 5 ans, ne pas attendre 20 ans pour adapter, actualiser évidemment nos programmes. Diapo suivante s'il vous plaît. C'est pourquoi effectivement il y a eu un long débat, déterminé évidemment s'il s'agissait d'engager une nouvelle réforme, s'il fallait une refonte de nos contenus, de nos programmes, et donc de notre système éducatif, ou s'il fallait se cantonner à une simple révision. Et la forme qui a été choisie, c'est bien la révision. Pourquoi? Parce que un certain nombre de méthodologies, un certain nombre d'aspects de notre programme ont été préservés, tels que la contextualisation, tels qu'évidemment l'APC, mais en revanche, un certain nombre de défauts qui avaient été remarqués ont été corrigés. Donc on n'a pas tout chamboulé, on a corrigé évidemment ce qui ne marchait plus et corrigé évidemment en corrélation avec les recommandations que les enseignants, les conseillers pédagogiques et le corps des inspecteurs ont pu évidemment transmettre à l'institution. Alors les orientations, diapo suivante s'il vous plaît, les orientations institutionnelles qui nous ont été données par le ministre, c'est d'abord d'apporter évidemment les ajustements, les compléments, les améliorations qu'il faut apporter. Il fallait cette fois-ci faire extrêmement attention à la cohérence verticale des enseignements, mais aussi à la cohérence horizontale, que les disciplines ne soient pas, juxtaposées sans qu'elles aient de relation entre elles, alors que normalement pour un enfant, l'ensemble doit avoir évidemment une cohérence, à la fois à l'horizontale, mais aussi verticalement. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, on construit, vous le savez aussi bien que moi, on construit les savoirs, on construit évidemment les compétences au fur et à mesure des années et il faut qu'il y ait une cohérence entre ces compétences-là. Et puis, il fallait induire des pratiques pédagogiques innovantes. Pourquoi? Parce que justement, le monde ayant évolué, nos élèves n'ont pas accès au même type de support que nous avions. Nous, c'était les fameuses encyclopédies et nos élèves aujourd'hui, ils ont cher Google. Donc, puisqu'ils ont Google, eh bien, il faut s'adapter au monde numérique et donc, intégrer dans nos enseignements et donc dans les apprentissages, justement, ce monde numérique. Et puis, mettre l'accent sur les disciplines phares, comme évidemment les mathématiques, les langues et les sciences. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, comme je disais tout à l'heure, on intègre l'éthique au curricula, on introduit l'anglais
parce qu'évidemment, 6e, c'est un peu tardif, donc les enfants sont très malléables, leur esprit est très malléable quand ils sont très jeunes, donc plus tôt on introduit les langues, et mieux c'est. Évidemment, ça ne se fera pas à l'exclusion de nos langues maternelles. Les langues maternelles, à la maison, l'enfant, il est supposé l'apprendre par les parents, n'est-ce pas? Mais dans l'univers scolaire, il y a des langues d'enseignement, et ces langues d'enseignement, le français d'abord, puis l'arabe et l'anglais, il faut les préserver et veiller à ce qu'évidemment les enseignants ne parlent que ces langues pendant le temps d'apprentissage. Ensuite, il fallait concevoir un enseignement EMCI, donc éducation morale civique, basé évidemment sur les valeurs de l'islam. Il s'agit effectivement de montrer que la religion que nous partageons ici, eh bien, elle n'est pas en dehors du monde, au contraire, n'est-ce pas? La plupart des valeurs universelles que l'on défend, de tolérance, de respect, sont des valeurs essentiellement, et quand je dis essentiellement, ça veut dire que c'est dans la nature même, dans le sang même de l'islam, et c'est ce que nous souhaiterions évidemment transmettre à nos élèves, tout ce qui est, valeur. Ensuite, oui, la nouveauté évidemment, c'est que l'enseignement de l'EMCI dorénavant se fera en français, parce que les élèves, c'est la langue en principe, la langue d'enseignement est celle qu'ils maîtrisent en principe le mieux. Ensuite, on introduit l'enseignement de la physique-chimie, mais bon, ça, c'est au niveau du collège en 6e, dans le premier cycle, donc en 6e et 7e année, alors que jusque-là, c'était en 8e et 9e année. Et donc, il y avait un fossé, puisque les enfants apprennent les sciences depuis la classe de 3e année. Et en vue d'une orientation efficace des élèves à la fin de l'enseignement fondamental, il faut très tôt, n'est-ce pas, les préparer au monde des métiers. Certains d'entre eux vont aller évidemment au LIC, n'est-ce pas? Ils vont aller dans le lycée industriel et commercial. Et c'est d'une manière brutale. Généralement, c'est à la fin de la 9e année qu'on vient leur dire, bon écoutez, vous avez deux alternatives, le lycée d'enseignement général, le lycée technique, choisissez. Mais choisir sur quelle base? Quand on ne sait pas, on ne peut pas choisir. Donc maintenant, l'objectif, c'est très tôt de la classe de 6e, de faire découvrir aux enfants, évidemment, le monde des métiers, de leur donner, un préalable à ce type d'éducation-là, pour qu'ils puissent évidemment faire par la suite un choix éclairé. D'accord? Et leur montrer évidemment que ce monde, le monde technique est un monde évidemment dont le marché djiboutien a de manière vraiment essentielle besoin. Diapo suivante. Donc à partir de ça, donc, il y a un certain nombre les travaux ont été engagés, comme vous pouvez le voir maintenant, ça fait pratiquement 3 ans, bientôt en novembre ça fera 3 ans que la réflexion est menée, que tout ce travail-là évidemment se fait en amont des activités normales du ministère, n'est-ce pas? Donc lancement des travaux, il y a eu une mise en place d'un comité technique en décembre 2017. Je vous passe assez rapidement, n'est-ce pas, les détails, c'est pas l'essentiel, mais toujours est-il que entre 2018 et 2019, donc maintenant sur une année quasiment, nous avons défini le cadre d'orientation curriculaire et nous avons démarré les travaux de conception et d'édition. Pendant cet été, évidemment, je profite de l'occasion pour féliciter les inspecteurs et toutes les équipes, n'est-ce pas, du CRIPEN qui ont travaillé sur les curricula et les manuels de première année. Et ils ont travaillé, machallah, d'arrache-pied, mais ils savent dans quelles conditions, pour produire les manuels dans les délais qu'on leur avait donnés, qui étaient des délais courts, et en plus produire de bons manuels. Mais bons selon nous. Maintenant, il faut arriver à très bons avec votre collaboration, puisque vous êtes supposé les critiquer et les améliorer, Inch'Allah. Alors, voilà, diapo suivante, merci. Je vais vous présenter assez rapidement le contexte duquel nous sommes partis et les constats que nous avions faits. Diapo suivante. Dans le primaire, les établissements jusque-là fonctionnaient selon 3 modalités. D'accord? Il y avait le flux unique, le double flux, et puis les établissements fonctionnant à plein temps dans les régions. Et ces 3 formats de fonctionnement créaient évidemment une disparité dans les enseignements et dans les apprentissages. Pourquoi? Parce qu'en termes de volume horaire, les élèves n'avaient pas le même temps de travail. Quand ils sont en flux unique, ils sont à 880 heures annuelles. Quand ils sont évidemment en double flux, ils n'ont plus que 800 heures. Ce qui veut dire qu'il y a 80 heures de plus dans les établissements fonctionnant évidemment à flux unique. 80 heures, c'est énorme pour les apprentissages. Et cela s'aggrave encore plus quand on passe aux établissements fonctionnant à plein temps, qui eux ont 960 heures. Ça vous fait un gap de 160 heures entre les établissements où les élèves sont en double flux et les établissements où les élèves sont en plein temps. Donc 160 heures, logiquement, les établissements fonctionnant à plein temps devraient avoir des élèves beaucoup plus performants que les autres. J'ai dit logiquement. Bien, diapo suivante s'il vous plaît. Alors cette disparité, évidemment, 3 défauts majeurs.
D'abord, on s'est rendu compte que, à l'issue évidemment d'évaluation et de diagnostic du terrain, que les enseignants avaient tendance évidemment à adapter les enseignements d'une semaine sur l'autre quand il s'agit évidemment de double flux. Donc parfois, il y a des enseignements, des heures sur certaines classes qui diminuent et on ne sait plus sur quel motif. Les élèves n'ont pas tout à fait les mêmes volumes horaires en français, en maths, selon les préférences des enseignants. Donc le volume à ce moment-là alloué à chaque discipline n'était pas systématiquement respecté. Et certains enseignements parfois même étaient sacrifiés quand l'école fonctionne en double flux. Je pense particulièrement à l'éducation islamique et à l'éducation morale et civique qui passaient à la trappe, parce que l'enseignant estimait que le plus important c'était le français et les mathématiques. Et puis tout cela, quand on est passé à la semaine de 5 jours, ben, ça s'est aggravé, hein, parce que le volume horaire n'avait pas été constitué à un moment donné où nous travaillions en 5 jours par semaine. Donc tout ça, il fallait le retravailler pour garantir évidemment une équité, une plus grande équité dans les enseignements, dans les apprentissages. Et pour cela, nous avons commencé avant toute chose par harmoniser de manière globale les volumes horaires hebdomadaires, que ce soit au niveau du primaire ou que ce soit au niveau du moyen. Et puis, cela nous permettra, et c'est ce qu'on va chercher à garantir, le respect de l'horaire hebdomadaire consacré à chaque discipline. Voilà ce que nous visons. Alors pour faire cela, il faut garantir les mêmes volumes horaires le matin et l'après-midi. Et dans le collège, bon, bah, ça je vous passe assez rapidement, on s'est rendu compte, mais c'est également vrai parfois au niveau de la base, qu'il y a au niveau du collège, étonnamment, moins d'heures d'enseignement que dans la base. Alors que les élèves, les enfants ayant grandi, ils sont supposés être plus aptes à supporter les heures d'apprentissage, n'est-ce pas? Les enfants de la base avaient plus d'heures que ceux du moyen, 28 contre 23 en volume hebdomadaire. Ensuite, il n'y avait pas de place pour la créativité, donc pas de MT au niveau du moyen, mais parfois pas d'art, pas d'activité sociale et culturelle, rien de tout ce qui donne à l'enfant l'envie de revenir à l'école et surtout d'aimer l'école. Ensuite, on s'est rendu compte que certains enseignements avaient été laissés de côté, comme l'éducation civique, l'éducation islamique, parfois c'était le sport qui passait à la trappe. Il n'y a pas de vie scolaire et pas de préparation à la voie professionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Diapo suivante. Oh, vous êtes allé très vite par rapport à moi. Donc, les nouveautés qu'on va introduire maintenant, je disais, on s'est rendu compte que très rapidement, il fallait modifier les terminologies que nous employons. Il faut adopter un langage commun parce que parfois, évidemment, ce n'est pas très évident. Je parle évidemment de types de pédagogie. Quand on parle des terminologies qu'on emploie au niveau du moyen et de la base, comme je disais, il y a toujours cette frontière entre la base et le moyen, alors que logiquement, c'est un enseignement fondamental unique. Donc, on devrait tous avoir le même langage pour nous comprendre plus rapidement. Nous avons retravaillé les heures d'apprentissage, nous avons retravaillé les volumes horaires, puis nous avons introduit ce qu'on appelle les compétences de vie et évidemment l'éthique. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Alors, les terminologies, je vous donne quelques exemples comme ça. Dorénavant, on parlera de COC. Le COC, c'est le cadre d'orientation curriculaire. C'est un pavé. C'est un gros bouquin, évidemment, dans lequel on va compiler à la fois les programmes, les contenus, les conseils, tout, absolument tout, les guides, etc. Ce sera un pavé. Mais après, il est évident, évidemment, qu'on vous fera une version plus courte. Cela dit, pour vous-même, lorsque vous avez doute sur certaines choses, évidemment, c'est le pavé qu'il faudra consulter. D'accord? On vous le rendra digeste, mais il faudra prendre l'habitude de lire morceau par morceau, n'est-ce pas? Et nous parlons dorénavant d'un enseignement fondamental construit en paliers, donc on a gardé le terme de cycle, le cycle 1, première, deuxième année, le cycle 2, troisième, quatrième, cinquième année, et alors qu'avant on parlait de cycle 1 du moyen, maintenant on parlera de cycle 3 de l'enseignement fondamental, puisqu'il ne s'agit que d'un seul cycle, ça y est, les mots commencent à me manquer, d'un seul enseignement, et puis le cycle 4 pour la 8e et 9e année. Suivante, s'il vous plaît. Alors, les heures d'apprentissage maintenant. Alors, dans le cycle 1, première et deuxième année, dans les écoles à flux simple, on sera sur 7h30, 12h30. D'accord? Dans les écoles fonctionnant à double flux, on sera au matin 7h30, 12h30, donc vous remarquerez que c'est le même temps d'apprentissage. Et l'après-midi, ce sera 13h30, 18h30. D'accord? Alors, les établissements des régions qui fonctionnaient jusque-là à plein temps fonctionneront sur le même rythme. C'est-à-dire que les élèves ne travailleront que le matin de 7h30 à 12h30. Ce qui veut dire qu'à tout le monde, on garantit le même temps, c'est-à-dire en gros 5 heures par jour, n'est-ce pas, d'apprentissage, soit 25 heures par semaine. Voilà déjà une chose établie, Inch'Allah.
Ce qui veut dire que les enseignants n'ont pas besoin de prendre des initiatives du type oui, je vais faire moins d'heures de français, un peu plus d'heures de maths parce que j'aime bien les maths, j'aime moins le français, etc. Il faudra respecter évidemment le planning, l'emploi du temps tel qu'il est. Ça, c'est pour le premier cycle. Ils sont très jeunes, 5 heures. Le second cycle maintenant, 3e, 4e, 5e année, les écoles fonctionnant à flux simple, donc y compris les établissements des régions, n'est-ce pas, 7h30, midi 45. On a ajouté un quart d'heure à partir de la 3e année. D'accord? Et les établissements fonctionnant à double flux, ils feront 7h30, midi 45. D'accord? Et puis l'après-midi, 13h15, 18h30. Ça fait un battement d'une demi-heure entre les deux. Et je pense que c'est un temps, allez, vous avez l'habitude, vous êtes plein d'initiatives et d'idées, donc ça, on vous fait confiance pour adapter. Donc voilà, maintenant, le premier avantage, la première chose qu'on a garantie, Inch'Allah, c'est qu'au moins, tout le monde ait le même temps d'apprentissage et qu'il n'y ait pas de doute ou d'excuses. Diapo suivante. Alors, je vais vous présenter alors très rapidement, parce que vous aurez évidemment ces plannings, les volumes horaires et les types d'enseignement par niveau, très rapidement. Donc, comme vous pouvez le voir, suivante s'il vous plaît. La première année, oui, donc du coup, oui, à chaque fois le début saute. Donc, vous avez volume horaire de la première année, ça c'est la première année. Le français, 12h20, mathématiques 5 heures, EMT-TIC, éducation physique sportive, EMCI, et c'est tout. D'accord? Alors, encore une fois, mais je pense que les inspecteurs vous le répéteront encore et encore dans les formations, c'est que en première, en deuxième année, la langue d'enseignement étant le français, toute autre langue doit être exclue de la salle de classe. Parce que si l'élève réalise que vous parlez sa langue maternelle, il ne verra pas de raison de faire l'effort de parler la langue que vous lui enseignez. Alors il faut presque jouer, comme on dit, les France-Galles. D'accord? On parle que français dans la salle de classe. Trouvez même, parce qu'aujourd'hui vous avez le support tablette, trouvez des idées pour que les mots qu'il ne comprend pas, on puisse se trouver par image, etc., etc. Ou même, en tout cas, on laisse à votre initiative. On sait que les enseignants en général sont très imaginatifs, n'est-ce pas? Mais ne plus parler du tout la langue maternelle en classe. Arabe, somali, afar, non. Même dans l'enceinte de l'établissement scolaire, il vaut mieux l'exclure. Même l'établissement doit prendre l'habitude de parler aux enfants à un langage à leur niveau, adapté, mais éviter évidemment, tant que faire se peut, de parler une autre langue que la langue d'enseignement. Ça le contraindra à s'immerger complètement dans la langue d'apprentissage et donc à apprendre beaucoup plus vite. Donc, je disais, diapo suivante s'il vous plaît. Deuxième année, pratiquement les mêmes types d'enseignement, donc pas de grande différence. Diapo suivante. En troisième année, arrivent l'histoire-géographie, les sciences expérimentales, l'arabe et l'anglais. D'accord? Donc, automatiquement, les disciplines qui ont été bien construites, mathématiques, français, EMCI, vont forcément perdre un peu de temps, ce qui est normal, et donner un peu plus de temps aux disciplines nouvelles. Bien évidemment, pareil, en arabe et en anglais, les enseignants d'arabe et d'anglais ne sont pas supposés parler une autre langue que leur langue d'enseignement. Si l'élève réalise que le professeur d'arabe parle en français, il ne verra pas de raison de faire l'effort. Il va se réfugier dans la langue de confort, celle qu'il maîtrise le mieux. Donc oui, il faut s'efforcer, comme en français, de créer des supports qui permettent à l'enfant d'apprendre cette nouvelle langue. Donc voilà ce qui arrive donc en troisième, quatrième, pareil, diapo suivante. Voilà, alors ça c'est la quatrième année, et diapo suivante encore s'il vous plaît, et ça c'est la cinquième année. Donc vous voyez, il y a une cohérence par cycle. D'accord? Les enseignements nouveaux qui arrivent, ils arrivent à l'intérieur évidemment d'un cycle. Et puis, quand on arrive évidemment au niveau du collège, diapo suivante, quelques disciplines nouvelles, en plus de celles qu'on a déjà, mince alors, c'est à peine visible. Je vous dis grosso modo, les disciplines qui arrivent, c'est l'informatique, en tant que discipline à part entière. C'est celui-là qui ne marche plus, pardon. Il est tombé comme ça. Donc je disais évidemment, les disciplines qui arrivent, c'est l'informatique, c'est la vie scolaire, et comme je vous disais tout à l'heure, la découverte des métiers, et aussi ce qu'on appellera les enseignements artistiques, d'accord, pour développer évidemment l'imagination des élèves, même au niveau du collège. En gros, enseignement artistique et vie scolaire viendront quelque part remplacer EMT, ce que les élèves ont, EMT-TIC, donc avec l'informatique, viendront remplacer EMT-TIC, ce qu'ils ont à la base. Donc jusque-là, toujours en veille à la cohérence de l'ensemble. Bien, donc tout à l'heure, je vous disais effectivement que ce que nous avons introduit de nouveau, ce sont les compétences de vie. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc les compétences de vie,
très brièvement, là encore, parce que je sais que les inspecteurs feront le travail dans le détail, diapo suivante, ce sont, comment dire, alors, on a dans le monde anglais ce qu'on appelle les compétences dures, les hard skills, et les compétences dures, ce sont les disciplines qui vont dans le sens de l'instruction, mathématiques, sciences, français, enfin les langues de manière générale, etc. Mais les compétences de vie, elles, ce sont les compétences qui vont permettre à l'enfant de bien vivre dans la société. Donc de préparer quelque part, non pas un individu bien instruit, mais, comment dire, en tant que citoyen qui est dans les incivilités les plus graves, d'accord, l'objectif, c'est de faire un individu complet, parce que, évidemment, l'enfant est complexe. Alors, les compétences de vie, c'est quelque chose, quelque part, que toute éducation a. Les parents le transmettent à l'enfant déjà. On lui apprend évidemment à aller un peu au marché, à savoir compter un peu l'argent. On lui apprend évidemment à ressentir. Par exemple, quand un enfant, il ne se rend pas compte, frappe un autre enfant, il ne voit pas la douleur qu'il lui inflige. C'est nous qui lui apprenons que la douleur n'est pas, infliger la douleur n'est pas normal, et donc de faire preuve d'empathie. N'est-ce pas? Ce sont les parents qui lui apprennent. Mais l'école doit évidemment compléter, n'est-ce pas, l'éducation qui se fait à la maison. Nous ne sommes pas le ministère de l'Instruction, mais le ministère de l'Éducation. L'éducation est beaucoup plus globale. Alors, c'est pourquoi, évidemment, nous sommes alignés sur les compétences qui ont été diagnostiquées pour la région MENA. MENA, donc, Middle East, North Africa, donc Moyen-Orient et Afrique du Nord. Il s'avère que nous faisons partie un peu de cette région aussi. Et, comme vous pouvez le voir, 12 compétences. Certaines évidemment liées directement aux apprentissages, ce sont celles qui nous concernent le plus. On parle de quoi? L'apprentissage, la créativité, la pensée critique et la résolution des problèmes est ce que nous apprenons en priorité nous à nos élèves. Mais il faut ajouter ce qui va permettre d'en faire après par la suite un citoyen actif. Nous le ferons dans la salle de classe déjà à travers le MCI, mais également à travers la vie scolaire, mais aussi à travers les clubs. Maintenant que les enseignants n'ont que 25 heures par semaine, ceux qui ont les élèves en complet au niveau du cycle 2, l'enseignant principal de la classe francisant donc aura moins d'heures que les autres, mais les heures qu'il perd en classe, il peut évidemment les récupérer l'après-midi. D'accord? Comme je vous le disais, on va veiller à ce que les élèves ne travaillent que le matin, en gros, dans la grande majorité des établissements scolaires, mais les après-midi, eh bien, c'est là où il faudra évidemment alimenter ce qu'on appelle les clubs. Et dans les clubs, on peut travailler le théâtre, on peut travailler, les mathématiques, on peut même donner une aide personnalisée à ses élèves. Donc, et quelque part, l'enseignant complétera le volume horaire de service. D'accord? Pour celui de la base, enfin celui du premier cycle, il n'aura que 3 heures de service qui lui reste, donc il peut revenir un après-midi ou deux, ça dépend de lui, 3 heures, un après-midi ou 1h30, 1h30, et il peut venir pour aider ses élèves qui sont en difficulté. C'est à lui de s'organiser avec son établissement scolaire, d'accord? Mais on a donné cette marge de manœuvre aux enseignants et aux établissements pour qu'ils rendent la vie à l'école, évidemment en collaboration avec les parents. Parce que les parents ont leur place, évidemment, dans la salle de classe, dans l'école, pardon. Donc, citoyenneté active, vous voyez également ce qu'on appelle le développement personnel, parce que c'est important de donner confiance à l'enfant, d'accord? Un enfant qui manque de confiance, il apprend avec beaucoup de timidité, et donc, il n'est pas assez compétent, ni même prêt à apprendre. Donc, les développements personnels, on va travailler la communication, la résilience et l'autogestion. D'accord? Un enfant doit être capable de s'organiser. Quand il va à la maison, les devoirs qu'on lui a donnés, il doit être capable de les faire. D'abord, les parents l'accompagnent au premier cycle, mais après, c'est lui-même qui doit planifier sa journée de telle manière à ce qu'il consacre du temps pour ses apprentissages. Et ça, on lui apprend. Il faut développer ces compétences-là chez lui. D'accord? Donc, je ne vais pas plus loin. L'employabilité, bon, vous le verrez, la découverte des métiers, mais aussi au niveau de la base. Dans le cadre, évidemment, de l'école, l'enfant doit apprendre à coopérer avec ses camarades. On peut faire des groupes de travail. Oui, c'est des groupes de travail. On lui apprend la négociation, on lui apprend la prise de décision. Il doit être capable de choisir. Parce que si on veut en faire un citoyen qui, demain, va peut-être créer des entreprises ou tout simplement voter, d'accord, il doit être capable de prendre une décision, de faire des choix. Donc voilà ce que sont les compétences de vie. Ce sont des compétences qu'on va développer dans l'enfant en collaboration quelque part avec ce qui se passe à la maison, mais également dans la cité. Alors notre choix, diapo suivant s'il vous plaît. Nous avions le choix de travailler avec les compétences, mais nous avons préféré les travailler toutes dans l'école, mais pas de la même manière. D'accord? Les 12 compétences seront ventilées de la première jusqu'à la 9e année, d'accord, dans l'enseignement fondamental, mais elles ne seront pas traitées de la même manière d'une discipline à l'autre et pas avec la même intensité d'un niveau à l'autre.
Par exemple, pour donner, je sais que la prise de, la pensée critique, par exemple, on pense souvent qu'il faut attendre que l'enfant ait 12 ans, 13 ans pour développer chez lui la pensée critique. Alors que les enfants très jeunes sont beaucoup plus critiques qu'au niveau du collège, alors qu'au collège, ils sont déjà formatés. Ils ont appris des règles, ils ne sont plus capables de les critiquer. Mais très jeunes, ils sont très curieux. C'est à ce moment-là, évidemment, qu'il faut encourager cette pensée critique. Et il faut la guider. D'accord? Après, il y en a d'autres qui seront travaillés un peu plus tard, à un niveau un peu plus intense. Mais toujours est-il que les 12 compétences seront travaillées dans toutes les disciplines et tout au long des années. Et pas seulement au niveau de la salle de classe. Comme je le disais tout à l'heure, dans les clubs qui seront créés dans les établissements, ces disciplines-là également, enfin ces compétences-là sont également développées chez l'enfant. D'accord? Dans le théâtre, on lui apprend à négocier, à coopérer, à participer, à faire preuve d'empathie. On lui apprend évidemment à respecter la diversité. Si on développe un club de jeux d'échecs, ce sera pareil. On lui apprend à résoudre des problèmes, à prendre des décisions, à s'autogérer. Parce que s'il perd, il ne faut pas qu'il se mette en colère, n'est-ce pas? Donc il y a tout ça. Diapo suivante. Alors pourquoi nous avons fait ce choix des 12 compétences au lieu d'en choisir quelques-unes? Eh bien, d'abord parce qu'elles sont toutes transversales. D'accord? Elles sont interliées. Vous avez bien vu que le panneau, le cercle qui les représente est fait en format d'engrenage. Ça veut dire qu'elles s'empilent. D'accord? Elles sont liées. Je ne veux pas travailler la pensée critique sans travailler la résolution des problèmes, sans travailler effectivement la participation, sans travailler le respect de la diversité, etc. etc. Donc elles sont interliées, c'est ce qui a orienté évidemment notre choix. Et elles sont travaillées dans toutes les disciplines parce que nous ne voulons pas de cloisonnement disciplinaire. Toutes les disciplines sont cohérentes entre elles. Et on a donc dit que ces compétences doivent être également cohérentes entre elles. Elles sont également interdépendantes, elles se supposent mutuellement. Et puis, elles visent évidemment à valoriser l'apprenant, toutes sans exception, particulièrement celles qui veillent sur le développement personnel de l'enfant. Et puis, elles sont dans le sens, n'est-ce pas, des orientations institutionnelles que nous avons reçues. Alors, nous, ce dont je pense que même vous vous en rendrez compte, mais pour que cela, évidemment, se fasse dans les meilleures conditions possibles, il faudrait évidemment que l'intégration se fasse dans le sens d'une progression, évidemment, spiralaire. On augmente le degré de difficulté au fur et à mesure. Et puis, puisqu'on parle de compétences de vie, et puisqu'on parle évidemment d'éducation morale et civique, il est indéniable, évidemment, que l'attitude de l'enseignant est déterminante pour l'enfant. D'accord? Ça veut dire que, déjà, à la base, on sait très bien qu'un enfant a un premier modèle, ce sont ses parents. Le second modèle, c'est l'enseignant. C'est pour ça qu'on dit souvent que les enseignants sont les seconds parents, n'est-ce pas, de l'enfant. Alors, s'il y a une incohérence entre ce que l'enseignant dit et ce qu'il fait, évidemment, l'enfant ne suivra pas, n'est-ce pas? Donc, si je veux lui apprendre, évidemment, à gérer sa colère, il faut que moi, d'abord, je gère ma colère. Si, quand il fait une bêtise, je l'insulte, la probabilité est grande que moi, quand il verra que je fais la moindre erreur, eh bien, il risque de me répondre en contrepartie. Donc, voilà pourquoi, évidemment, nous partons du principe où la première chose à faire, c'est d'abord d'apprendre nous-mêmes, d'intégrer nous-mêmes ces compétences de vie, d'intégrer nous-mêmes cette éducation morale, civique et islamique qu'on veut transmettre, évidemment, n'est-ce pas, à nos élèves. Donc, oui, l'enseignant, comme le conseiller pédagogique, comme le directeur, le chef d'établissement scolaire, comme l'inspecteur doivent se montrer, évidemment, n'est-ce pas, exemplaires, en tout point. L'inspecteur et le chef d'établissement peut-être à moindre mesure par rapport évidemment à l'enseignant, mais tout le monde doit se montrer Inch'Allah exemplaire. Alors ensuite, diapo suivante s'il vous plaît. En ce qui concerne l'éthique et l'informatique, nous savons qu'il y a eu à un moment donné des petites difficultés au niveau du terrain pour intégrer, n'est-ce pas, spontanément les tablettes dans les écoles. Et je comprends, c'est normal, quand on n'a pas l'habitude d'un outil, on ne sait pas trop comment faire avec pour travailler déjà soi-même, le comprendre, et ensuite faire travailler les élèves. Alors pour cela, évidemment, nous avons mené une réflexion avec les inspecteurs, avec quelques conseillers pédagogiques, des enseignants qui ont été associés à ce travail, pour réfléchir à ce qu'il fallait mettre en place. Et la première chose, évidemment, qui nous a été signalée, c'est qu'il fallait veiller à ce que tous les enfants, sans exception, aient évidemment une tablette. D'accord? C'est vrai que si dans la salle de classe, j'ai la moitié des élèves qui ont une tablette et l'autre moitié qui ne l'a pas, ça va être difficile évidemment de faire un enseignement qui a du sens. C'est pourquoi, alors qu'avant, et M. Saïd tout à l'heure vous expliquera peut-être plus en détail, mais on sait déjà que, et c'est l'orientation que le ministre nous a donnée, que dorénavant, au lieu de vendre la tablette à élèves, on ira sur le principe du prêt. Ce qui veut dire qu'on garantit, la tablette, elle reste dans l'école, et on garantit évidemment que chaque enfant puisse évidemment travailler sur sa tablette au moment où l'enseignant va l'estimer nécessaire. Ça, c'est déjà une première chose, Inch'Allah, d'acquise. Donc, on généralise la tablette déjà dans le cycle 1 et 2. Et là, cette année, comme les programmes et les manuels que nous avons conçus ne peuvent pas se faire sans les tablettes,
on attend que vous démarriez et probablement vers le mois de novembre-décembre, au moment où les élèves se seront familiarisés déjà avec leur manuel, on disponibilisera évidemment les tablettes dans les établissements scolaires pour que vous puissiez vous en servir comme appui. Mais cela signifie évidemment que les inspecteurs évidemment vous accompagneront ainsi que les conseillers pédagogiques, mais il est clair en général qu'on apprend mieux et plus vite quand on met soi-même la main à la pâte. On n'apprend pas seulement en regardant, n'est-ce pas, les autres. Et donc oui, nous vous invitons, n'est-ce pas, instamment à vous-même découvrir la tablette, voir toutes les possibilités qu'elle vous offre, aller sur Internet, trouver des tutoriels qui vont vous aider, et puis voyez, tâtonner, comme le font les enfants d'ailleurs, vous l'apprendrez peut-être beaucoup plus vite que si on vous met des projections en vous disant voilà, c'est là qu'il faut. Le principal, allumer, éteindre. Si ça, vous le savez, le reste, vous pouvez vous débrouiller. D'accord? Donc déjà, il y a tout un travail d'initiative à faire de votre part, et ça, nous comptons évidemment sur les enseignants pour faire ce travail-là. Mais encore une fois, comme je disais, pour moi, ça, vous le savez déjà. Et puis, comme je disais, l'autre défi, c'est on va introduire, Inch'Allah, progressivement ce qu'on appelle les smart classes, surtout dans le cycle 3 et 4. Les smart classes, c'est un peu complexe, mais des formations évidemment se feront en amont, bien évidemment. Et tout cela vise évidemment à réduire la fracture numérique dans son ensemble, mais surtout entre le milieu urbain et le milieu rural. Alors le milieu rural, on a conscience que là aussi, la difficulté, c'est que parfois nos établissements n'ont même pas d'électricité, n'est-ce pas? Et là encore, on est en train de voir avec les partenaires chez qui nous achetons, n'est-ce pas, ces tablettes, et s'ils ne peuvent pas produire comment on appelle déjà, des trolleys, des chariots de recharge solaire. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, nous serions dispensés même de l'électricité. Enfin, en tout cas, on n'est pas obligé d'attendre que l'EDD emmène l'électricité jusque dans les régions les plus reculées pour faire travailler les élèves sur les tablettes. On a bien conscience que le rural a encore plus besoin que le milieu urbain des tablettes, n'est-ce pas? Et comme je le disais tout à l'heure, évidemment, les inspecteurs ont pour consigne, n'est-ce pas, de programmer des formations spécifiques sur l'usage pédagogique que l'on peut faire du numérique de manière générale, et de mener une réflexion avec les enseignants sur les pratiques pédagogiques nouvelles, mais également celles qui sont en relation directe, n'est-ce pas, avec l'outil numérique. Je crois que moi j'ai fini mon intervention, donc je vais vous dire bonne reprise déjà pour ceux qui reviennent de vacances, bonne année scolaire, et puis bon courage pour ce qui vous attend, Inch'Allah. On s'est rendu compte que c'était beau, mais que la mise en œuvre a posé problème parce que tout le monde n'a pas très bien compris ce qui s'était passé. Alors je vais revenir à la loi d'orientation de 2000. En 2000, voilà ce que dit la loi d'orientation. On va quelque part s'aligner ou épouser le système français qui lui a commencé à distinguer l'école fondamentale en 3 niveaux. D'abord la maternelle, ensuite le cycle de la base et après le cycle moyen. Et dans l'orientation, il est écrit le système éducatif prend en charge le cycle de la base et le cycle du moyen, mais le cycle maternel, il le laisse à l'initiative de l'enseignement privé, d'accord? Et on était supposé encourager les acteurs, les opérateurs économiques du pays à créer des classes maternelles. Et dès le moment où l'enfant a fait une petite, moyenne et grande section, nous on les récupérait en première année, donc niveau CP, puisque la grande section c'est l'ancien CI, n'est-ce pas? Donc nous on était supposé la récupérer au CP. Et donc nos programmes, d'accord, et nos manuels avaient été conçus comme si les élèves avaient fait des classes de maternelle. D'accord? Voilà donc quelque part l'erreur que nous avions commis, ou le raté que nous avions eu. Donc ça, c'est ce que nous avons d'abord en priorité corrigé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en sachant, parce que dans les années à venir, Inch'Allah, l'objectif du système éducatif, c'est d'opérationnaliser au moins la classe de grande section. Donc de réintroduire dans le cycle de la base, de réintroduire évidemment la classe de CI. D'accord? Donc la dernière année du préscolaire. D'accord? Mais en attendant cela, parce qu'on ne peut pas continuer à considérer que ce qui va arriver dans 5 ans nous imposera de ne pas en tenir compte maintenant. En attendant cela, on a fait en sorte, avec le nouveau manuel, d'accord, d'intégrer tout ce qui devait se faire en première année dans pratiquement la moitié de la première année actuelle. Ce qui devait se faire en grande section va se faire maintenant dans la première partie de la première année. D'accord? Ce qui veut dire qu'au lieu de partir d'un élève qui connaît déjà son alphabet, qui maîtrise déjà la tenue
du stylo parce que la dextérité manuelle s'acquiert avec le temps. D'accord, un enfant qui n'a pas été du tout à l'école, lui donner un stylo et lui dire écrire, c'est extrêmement difficile. D'accord, donc maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on... Oui, fermez la porte s'il vous plaît derrière. Donc, on tient compte de cela. D'accord, et donc maintenant, ce qu'on va avoir dans les manuels de première année, c'est retravailler le graphisme dans son intégralité, retravailler les lettres, apprendre l'alphabet, d'accord, et surtout, et ça c'est quelque chose sur lequel les enseignants ont beaucoup insisté, on a réintroduit la méthode syllabique, d'accord. On ne va pas sur une approche globale directe. On a réintroduit la méthode syllabique parce que c'est essentiel, et on le sait. L'enfant doit d'abord distinguer les lettres, donc apprendre à son abécédaire, A, B, C, D, ensuite apprendre la combinaison, d'accord, de 2 lettres, ensuite comprendre la combinaison de 2 syllabes, 3, 4, 5. D'accord, voilà donc ce que nous avons fait. Et c'est comment dire, c'est pas une révolution, parce qu'en fin de compte, on réintroduit quelque chose qu'on a estimé essentiel, mais voilà ce qui est nouveau évidemment dans le nouveau programme. Tout ce qui devait se faire en maternelle, maintenant, se fera en première année, première moitié de l'année. Et ensuite, on a ventilé le reste du programme sur l'ensemble du cursus de l'enseignement fondamental. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur? Oui? Merci. Il y avait une deuxième question, malheureusement, je ne me souviens plus. C'était quoi? Oui, voilà. Monsieur Saïd. Oui. Bon, sur le calendrier de livraison, ça vous l'aurez déjà. Bon, il faudrait quand même le communiquer rapidement, mais d'ici 2 septembre, vous aurez un calendrier de livraison dans tout le pays. Ah, vous aurez sur le site du CRIPEL. Voilà. Toujours par rapport au préscolaire, juste une précision. Tout à l'heure, M. Salah Alouane, qui est directeur général de l'administration et secrétaire général par intérim, va dans son intervention parler de la politique de généralisation du préscolaire. Donc les détails, vous les aurez après également. Quelqu'un voulait poser une question? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulullah. Directeur de l'école de Randa, Ali Mohamed Hassan. Ma question, c'est par rapport au volume horaire. Donc, si je me rappelle bien de la projection qui va être faite et commentée par la secrétaire exécutive, donc il a été dit que le cours prendra fin l'après-midi à 18h30. Donc, compte tenu donc, de l'éloignement du domicile de certains élèves, donc des localités ruraux et éloignées, et conditions climatiques également, comment on pourra faire, voilà, donc, pour finir à 18h30, alors que déjà à 17h30 on avait du mal à travailler. Bon, c'est une question qui a été posée par le directeur de l'école de Randa. Je crois que ce qui est différent par rapport aux régions et à l'ABI, c'est que toutes les écoles des zones rurales, et même dans les chefs-lieux, également dans les sous-préfectures, les classes travaillent plein temps. C'est-à-dire matin et après-midi, c'est bien ventilé, les horaires sont bien ventilés pour que les élèves puissent terminer à 17h déjà. Donc, cette question se pose lorsqu'il s'agit de double flux, surtout concentré dans la capitale. Mais dans l'acheminement actuel, toutes les écoles rurales, préfectures, sous-préfectures y compris, travailleront le simple flux, matin de 7h30 à midi, à 11h30, et l'après-midi 15h à 17h. Donc, ce problème-là ne se pose pas. Merci. Je vais juste, pardonnez-moi, rectifier parce que c'est moi qui avais tout à l'heure présenté les volumes horaires et les heures d'enseignement. Pour les régions, pardon, je rectifie, hein, mais c'est parce que effectivement, il y a eu pas mal de débats sur cette question, il y a eu pas mal d'allers-retours, et donc du coup, parfois on peut oublier les détails qu'on a donnés moi-même. J'ai dû revérifier évidemment que c'était bien 18h30. D'abord, dans les régions, on a dit, dans tous les établissements scolaires où il n'y a pas de double flux, d'accord, on passe à un horaire seulement du matin. 7h30, 12h30 pour le premier cycle, 7h30, 12h45 pour le second cycle. D'accord? Région et milieu, enfin, rural et urbain. Donc ça, au moins, pour cette question-là, pour les établissements ne fonctionnant qu'en un seul flux, elle est réglée. Maintenant, en ce qui concerne le double flux, donc matin et après-midi, il fallait faire le choix entre deux choses. Soit évidemment tenir compte de tout ce que vous nous dites. Et rassurez-vous, honnêtement, Wallah, on y a pensé. Comme je vous l'ai dit, on a associé des établissements scolaires, des enseignants, beaucoup même étaient vraiment réfractaires
Mais à l'issue évidemment de l'argumentaire qu'on a posé et des priorités qu'il fallait accorder, on s'est dit, bah, en fin de compte, de toute manière, notre terrain est capable d'initiative et les gens évidemment s'adapteront quoi qu'il arrive, parce qu'on s'est bien adapté aux semaines de 5 jours, n'est-ce pas? Alors qu'on sait, Dieu sait combien c'était difficile lorsque évidemment la note est sortie. Et qu'on appelle les élèves de l'après-midi auraient pu éventuellement terminer, vous avez vu, le nouveau volume horaire jusqu'à 18h45 voire 19h. C'est pour ça qu'on s'est dit, bah, tant pis, les chefs d'établissement vont trouver des idées, mais il faut répartir l'apprentissage à partir de 13h15 pour les élèves du second cycle, 13h30, parce qu'il faut un temps de récupération, d'accord, 13h30 pour les élèves du second cycle, mais terminer à 18h30. Terminer à 18h pile. De toute manière, quelle que soit, la question de la météorologie ne se pose pas. C'est notre pays, on sait comment il est, on sait comment s'adapter, on sait comment est la chaleur. Donc quoi qu'il arrive, nos élèves et nos enseignants vont s'adapter ainsi que les établissements scolaires. Terminer à 18h30, c'est aux parents de prendre leur disposition. Ce n'est pas de notre ressort. C'est à eux, évidemment, de venir récupérer leurs enfants à l'heure dite, sachant, partant du principe où là, évidemment, l'école est électrifiée. Et dans le milieu urbain, toutes les écoles, sans exception, sont évidemment électrifiées. Donc, si on arrive à la saison fraîche, au mois de novembre, décembre, etc., et que le soleil se couche plus tôt, il suffit d'allumer la lumière. Et puis, quelque part, il y a une stratégie d'incitation. C'est-à-dire qu'on va, quelque part, n'est-ce pas, forcer le département et le ministère à négocier avec le ministère de l'Énergie pour qu'ils mettent des lampadaires devant les écoles. C'est un moyen détourné de passer en force, mais c'est nécessaire. C'est soit accorder la priorité à ce qu'on enseigne, soit accorder la priorité au confort. Et le confort passe au second plan lorsqu'on parle évidemment d'éducation. Je ne sais pas si je vous convainc ou pas, mais toujours est-il évidemment que c'est le débat qu'on a eu et c'est la seule solution viable qu'on a trouvée en attendant. Tout à l'heure encore on l'a dit, on parlera du proche ordinateur. En attendant, évidemment, que nous construisions suffisamment d'écoles pour que, dorénavant, on ne passe qu'au matin pour les apprentissages et l'après-midi pour tout ce qui est club et animation scolaire. D'accord? Merci. Comme il y a d'autres interventions, on va peut-être prendre une dernière question. D'accord? Le monsieur qui est là-bas va prendre la parole. Tout ce qui concerne le manuel. Vous avez fait du bon travail. L'année dernière, nous avons eu aussi des livres expérimentaux qui s'appellent le livre de soutien, de cycle 1 et de cycle 2. Mais les informations passent mal de bouche à oreille. Nous avons eu des informations par les conseillers pédagogiques, nous avons eu des informations par les inspecteurs, nous avons eu entre nous, en tant que chef d'établissement, des informations de droite à gauche, mais ces informations ne sont pas les mêmes. Nous avons demandé de ne pas travailler sur le manuel expérimental de soutien. Certains directeurs d'école ont dit non, nous on a eu des informations, on a eu des instructions de travailler sur ces manuels. Et il y avait des responsables du CRIPEL, lorsque nous avons remis, nous avons octroyé ces livres-là, nous ont dit, monsieur, vous n'aurez plus des livres pareils. C'est des seuls livres uniques qui sont en expérimentation. Donc, pour cette année, le livre et les livrets de première année, vous avez dit, monsieur le directeur, que vous allez donner à chaque élève un kit, à chaque enseignant un kit de manuel pour le travail de l'année scolaire. Que deviendront ces livres-là à la fin de l'année? Est-ce que, en tant que chef d'établissement, nous allons reprendre ces livres-là et les ranger dans les armoires, parce que c'est des livres qui ont été remis par les CRIPEL. Est-ce qu'on laisse ces livres-là aux enfants pour les prendre chez eux durant l'année prochaine, et nous aurons d'autres livres pour l'année prochaine? Pour les tablettes, est-ce que ces tablettes-là seront prises par les enfants chez eux, ou on les gardera à l'école? Et beaucoup de questions se posent, monsieur le directeur. On veut que tout soit clair dès maintenant, parce qu'après, à un moment donné, vous allez dire, ces livres-là vous avez été remis, monsieur le chef d'établissement, ces livres-là seront sur votre responsabilité, alors où sont ces livres-là? Merci, monsieur le directeur. Et s'il y a des si déjà vous préoccupez
ce qu'on va en faire après l'année prochaine, ça c'est bon chose ça. Donc ces manuels, une fois utilisés, seront retirés, ne seront plus utilisés. Donc il y a une mention sur le livre, ces livres ne doivent pas être vendus. Ce sont une édition expérimentale, en une année. Donc les choses seront claires, on va essayer de communiquer autour. Or, les livres de l'élève, on ne va pas garder en classe. Moi, je ne vois pas pourquoi on garde les livres dans les classes. Mais ces livres, il faut veiller à ce que les livres accompagnent l'élève toute l'année. Toute l'année. Il ne faut pas que ces livres se détériorent, c'est ça, ma préoccupation. Notre préoccupation. Il faut que l'élève ait son livre. Autant pour les autres aussi. Les autres manuels qui sont dans le rural, il faut que chaque élève ait son livre. Et l'écrivain est comptable devant le gouvernement à ce que chaque élève ait son livre, un pour un. Donc nous allons veiller à cela. Et si nous avons dit on donne à tout le monde, c'est pour que déjà ces critères soient remplis. Et les enseignants seront utilisés. Et la référence, après, bon, je ne sais pas, la référence de l'outil expérimental de soutien, nous avons déjà formé et informé les CP et les inspecteurs. Donc nous avons donné des instructions. Donc je dis voilà, c'est un outil qui peut aider l'enseignant et qui va rester dans la classe et que les enseignants vont utiliser, pas à la maison, mais en classe, selon les difficultés des uns et des autres, les élèves. C'est pour aider les enseignants à avoir un outil prêt. Et si l'élève a telle difficulté, donc on peut résoudre, on peut déjà s'inspirer ou bien proposer ces outils, c'était ça. Juste compléter, la question que vous posez est très pertinente, elle avait fait tellement débat, parce qu'il faut d'abord comprendre l'esprit. Nous, l'esprit, c'est quoi? C'est que nous voulons éviter que les classes, à partir de l'année prochaine, se retrouvent avec deux versions différentes. Et c'est le problème auquel nous avons été confrontés lors de la réforme des manuels de lycée. L'année d'après, il n'était plus question d'utiliser les versions expérimentales. Mais à partir du moment où l'élève, il l'a acheté, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions des élèves qui avaient les anciennes versions et les nouvelles versions. Et les enseignants étaient réellement confrontés à cette difficulté-là. Donc, maintenant, le principe et ce qui importe, c'est quoi? C'est que ces livres-là ne se retrouvent plus à la portée des élèves l'année prochaine. Et c'est la raison pour laquelle peut-être on doit réfléchir ensemble, comment faire en sorte pour que les élèves restituent cela. Si on leur demande de récupérer ces livres-là, c'est pas parce qu'on va les revendre, c'est pas parce qu'on va tirer un profit, mais c'est juste pour éviter que l'année d'après, que ces livres-là soient utilisés dans les classes. Le principe est juste là. C'est la raison pour laquelle déjà on a une version expérimentale, comme ça pour la version de l'année prochaine, il n'y a pas, donc on sait déjà faire la différence, mais encore une fois pour éviter que ces éditions-là qui vont être retouchées, corrigées, modifiées, améliorées, il ne faut plus qu'on les utilise. Donc nous allons réfléchir ensemble. Donc déjà, il faudra commencer à sensibiliser dès maintenant les parents, les élèves, leur dire bon, le ministère a fait un effort, a mis le coût pour que vous ayez ces livres-là sans que vous payiez, mais c'est juste pour une année, et l'année prochaine vous allez payer les versions définitives, mais il faudra qu'ils vous rendent ces livres-là. Et peut-être que nous allons réfléchir ensemble à des stratégies. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Sinon nous allons passer à la deuxième partie. Pardon, vous avez posé une deuxième question sur les tablettes. Pardonnez-moi, je me rappelle que vous avez deux questions. Donc la première portant évidemment sur les manuels expérimentaux et comment les récupérer évidemment une fois que les parents les ont pris. Et la seconde évidemment qui était sur les tablettes, comment on allait les disponibiliser. Alors tout à l'heure, je me suis permise évidemment d'annoncer que nous sortions de la politique de vente des tablettes. Dorénavant, le département, parce que justement, vous le savez tout comme moi d'ailleurs, parce que nous avions fait à l'époque un diagnostic et nous avions fait un travail de bilan, de l'utilisation évidemment des tablettes et de la manière dont elles sont utilisées. Ce qui en est sorti, c'est qu'il y a trop de disparités, les disparités sociales, les disparités économiques et sociales se sont répercutées évidemment sur l'acquisition des tablettes. Certains parents l'achètent, d'autres n'ont pas les moyens, ne l'achètent pas. D'autres encore ne l'achètent pas parce qu'ils considèrent que pour des raisons de sécurité, il n'est pas bon que leurs enfants se baladent avec une tablette dans la rue, parce qu'il est raquetté, parce qu'il peut être évidemment agressé. Alors voilà ce qui a été décidé à l'issue de cela. En tout cas cette année, dorénavant le ministre a pris la décision
de mettre à disposition des établissements scolaires les tablettes qui sont sous l'autorité et sous la gestion, évidemment, la responsabilité des chefs d'établissement scolaire. Alors, les tablettes maintenant, au départ, et de manière peut-être transitoire, parce qu'à long terme, l'objectif c'est de mettre dans chaque salle de classe le nombre de tablettes pour que l'enseignant puisse les exploiter quand il le souhaite, mais à court terme, à court et moyen terme, on va mettre à disposition de chaque école, pour toutes les 2 classes, une 50aine de tablettes. Ce qui veut dire qu'il y aura juste un problème de gestion de l'utilisation qui va, de manière transitoire, se poser. Mais dorénavant, la tablette est à l'école. D'accord? Et elle reste dans l'école. L'enfant ne l'emmène pas à la maison parce qu'on ne peut pas assumer la responsabilité d'un enfant qui emmène la tablette et de tout ce qui peut arriver comme accident sur la route et à la maison aussi. D'accord? Donc on garde la tablette à l'école. Et l'enseignant l'utilise quand il le souhaite, selon les disciplines qu'il souhaite. Il peut le faire pendant les sciences, pendant le français, en fonction de sa séquence, de la manière dont il a préparé évidemment sa leçon ce jour-là. D'accord? Il suffit juste qu'il prévienne le collègue avec qui il partage. Demain, pour de telle heure à telle heure, c'est moi qui utilise la tablette, toi, tu le feras de telle heure à telle heure. C'est juste une question d'organisation. Et comme je vous l'ai dit, pour que les enseignants comme les élèves en prennent soin, et ainsi que les parents pour qu'ils sensibilisent l'enfant, et parce que les tablettes ont également un coût, n'est-ce pas? On a dit on va faire payer une somme symbolique qui est une forme de caution, enfin, qui est plutôt, une forme de location. Donc peut-être pendant l'année, le parent paiera 1500 francs pour la tablette, et il garantit l'usage de la tablette pendant l'année scolaire dans son intégralité. Évidemment, si elle est cassée, ce sera évidemment aux frais des parents si l'enfant casse la tablette dans la salle de classe. Mais la responsabilité de l'enseignant est également engagée. C'est à lui de faire attention à ce que les enfants ne se lèvent pas quand ils ont la tablette ou qu'ils ne la balancent pas à travers la salle. Ça fait partie des comportements qu'il faut très rapidement installer avant même l'usage de tablettes. Et c'est pour ça qu'on vous a dit, les tablettes, on les disponibilisera une fois que ce comportement est bien installé dans l'enfant, vers le mois de novembre ou décembre, Inch'Allah. Est-ce que ça répond à votre question? Oui? Merci. Merci. Donc, merci Saïd, merci Ayane, merci Mme Mouna. Donc, le nouveau programme vous a été présenté dans son ensemble. Moi, je vais rapidement parler des actions qui vont accompagner ce nouveau programme. Ici, donc, il s'agira dans tous les domaines. Donc, d'abord, au niveau de l'accès, le ministère s'est donné comme objectif de scolariser l'ensemble des enfants vivant sur le territoire du pays. Ça veut dire aussi bien, vous savez, qu'aujourd'hui, les écoles de réfugiés sont passées sous la direction du MENFOP. Il y a aussi un autre défi qui nous attend, c'est le défi des scolarisations des AES, mais aussi les enfants qui sont dans les milieux ruraux les plus éloignés, les enfants de nomades, etc. Une étude a été menée. Cette étude qu'on appelle l'étude OSCI, c'est Out of School, ça veut dire les enfants qui sont dehors de l'école. Et cette étude nous a démontré qu'il y avait autour de 35 000 enfants qui n'allaient pas encore à l'école. Et donc le défi, c'est un nouveau programme, mais aussi de scolariser l'ensemble de ces enfants dans les 5 prochaines années. Et donc, pour ça, bien sûr, il faudra, on va en parler, améliorer les cadres de travail, mais aussi il faut faire des constructions, des réhabilitations, un certain nombre de partenaires qui vont nous accompagner. Il y a un grand projet, et dans ce projet, rien que dans ce projet, au moins 200 salles de classe seront construites dans le pays. Il y a aussi d'autres partenaires qui vont intervenir, comme par exemple le Japon, qui va construire une école fondamentale dans la zone de Balbala. C'est une école où il y aura au niveau de l'école primaire 20 salles de classe et au niveau du collège 30 salles de classe. Je parle de salles banales, plus de salles spécialisées, etc. Donc voilà, ces défis est là, mais il y a aussi à côté d'autres défis qui sont importants et qui vont nous demander encore des efforts supplémentaires. Nous avons aussi d'autres objectifs qui sont importants, c'est l'amélioration du cadre de vie et du travail des enseignants. Ici, donc j'avais dit, il faudra réhabiliter certaines écoles. Déjà, beaucoup d'écoles ont été réhabilitées, aussi bien à Djibouti-Ville qu'à Balbala. Je pense que bon, maintenant,
Si je commence à citer, ça va prendre beaucoup de temps. Il y a par exemple l'école de Hayablé qui a été réhabilitée l'année dernière. Cette année aussi, il y a des écoles, l'école de Hadji de l'année dernière, l'école de Belbela 7, Belbela 7 bis cette année, l'école de Quartier 7, Quartier 7 bis, etc. Donc il y a un certain nombre d'écoles et le ministère va continuer chaque année à réhabiliter ces écoles pour que le cadre de vie des écoles soit amélioré. Il y a aussi ces écoles aussi, ces réhabilitations vont être accompagnées des équipements aussi bien en informatique, en reprographie. Il y a beaucoup de directeurs d'école qui nous posent souvent cette question, mais nous avons déjà, d'ici, je pense que janvier, nous aurons déjà les premières dotations qui vont arriver. Pour les écoles rurales, il y a, nous prévoyons, pour les écoles qui ne disposent pas des adductions d'eau, mais aussi des panneaux solaires. Pour certains, ces panneaux sont en panne. Déjà, avec le soutien de l'UNICEF, nous avons réalisé à remettre, en tout cas à réparer les panneaux solaires pour 30 écoles dans les 30 écoles rurales. Il y a aussi toujours dans l'amélioration, ici, donc il y a une réflexion qui est à mener, c'est les mécanismes de gestion des carrières des enseignants. C'est un point très important pour nous. Une équipe est en train de travailler là-dessus et nous aurons certainement l'occasion de vous le présenter et de voir, parce que l'enseignant doit voir sa carrière évoluer et de manière très claire sur mettre en place des critères qui sont clairs, nets et comme ça. Toujours dans le domaine, cette fois-ci pour le domaine de la qualité, ici déjà dans le premier temps, ce sera le renforcement des inspections, aussi bien aux moyens logistiques qu'humains. Donc je crois que grâce à des partenaires, nous aurons déjà, c'est sûr, des véhicules pour les inspections très prochainement. Alors, une autre question, et ici aussi toujours dans la qualité, c'est une question qui a été posée, c'est la généralisation progressive du préscolaire. Là aussi, une étude a été menée. Nous avons déjà, avec des experts internationaux, une stratégie a été déjà adoptée, arrêtée. Maintenant, ce qui reste, c'est la mise en place. Et le ministère s'est donné comme objectif de scolariser 75% des enfants en âge d'aller dans une classe de préscolaire, c'est-à-dire des enfants de 5 ans. 75% des enfants de 5 ans doivent être scolarisés d'ici 5 ans. Déjà, je comprends la question du directeur de ASL, je crois. Déjà, dans les écoles où il y a des salles de classe disponibles, surtout les milieux ruraux, les préscolaires est effectif pour la plupart. Là où ce n'est pas encore effectif, ce sont les écoles où il n'y a pas encore de salles de classe disponibles et où il faudra construire des salles de classe pour ces établissements. Oui, et il y a aussi toujours dans le cadre de la qualité, il y a l'amélioration du pilotage des établissements. Vous savez, maintenant, pour les directeurs du SABITI, il y a des évaluations qui ont lieu chaque année. Mais aussi, nous allons améliorer aussi, à notre niveau, faciliter en tout cas le travail pour les inspecteurs, en améliorant notre rôle. D'accord? Mais à condition que l'enseignant dise « Eh oh, j'ai pas compris ». Parce qu'ils ne peuvent pas deviner non plus. Et vous le savez très bien, vous-même vous encouragez vos élèves à dire « Dites-moi quand vous ne comprenez pas ». C'est ce qu'on leur dit, n'est-ce pas? Et moi je pense que la pédagogie, c'est pas uniquement pour les élèves, c'est pour tout le monde. Tout le monde sans exception. Donc oui, ça c'est le second niveau, disons, d'enseignants que l'on peut considérer comme défaillants, ceux qui n'ont pas très bien compris. Je ne vois pas de troisième. Si vous en voyez d'autres, vous nous le direz, et puis on adoptera évidemment. Mais oui, indéniablement, l'enseignant est le pivot de tout ça. Si lui, ça ne va pas, rien n'ira.
Après, oui, parfois il est arrivé que les enseignants disent oui, mais on n'est pas motivé, il nous faut plus d'argent, etc. Je comprends. Moi aussi, il me faut plus d'argent. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le pays, c'est les moyens qu'il a. Et je ne pense pas que parce que je ne me sens pas bien, parce que j'estime que mes conditions ne sont pas au top, je vais sanctionner l'enfant. Qu'est-ce qu'il nous a fait, lui? Rien. D'accord? Si je veux, comment dire, si j'ai des doléances, ben je les écris. Je transmets la solution, je dis écoutez, ça ne va pas, il faut augmenter pour tel motif. Et j'argumente. Mais je ne sanctionne pas quelqu'un qui ne m'a rien fait du tout. Et pour moi, l'enfant, je pense que vous êtes dans la... Je dis pour moi, mais c'est pas vrai. Pour nous tous, l'enfant n'est en rien, évidemment, partie prenante de ça. D'accord? Donc, chacun a ses responsabilités. C'est à l'enseignant, moi, de mon point de vue, je pars honnêtement du principe où c'est à l'enseignant de dire je n'ai pas compris, je suis en détresse, je ne suis pas intéressé. C'est un choix qui lui appartient. Mais oui, un enseignant doit se montrer exemplaire. Oui, il doit être à l'heure à son travail. Commençons par ça déjà. Et pour que lui soit à l'heure à son travail, l'établissement doit être là avant nous. D'accord? Pour ouvrir la porte. Merci.